Il y a une minute, le monde minier a semblé s'arrêter de respirer. Ce qui a été extrait de la concession de Rikness n'était pas de l'or, pas de la terre payante, pas la récompense brillante qui incite les hommes à broyer le sol gelé année après année. C'était quelque chose de beaucoup plus lourd, quelque chose capable de défaire tout ce que Rick avait construit, tous les liens qu'il s'était battu pour protéger et toutes les vérités qu'il croyait ancrées dans sa vie. C'était le genre de découverte qui ne change pas simplement une saison. Elle change l'histoire de la ruée vers l'or elle-même. Le soleil du Yukon plane au-dessus de Duncan Creek, sa lumière pâle étirant de longues ombres sur l'exploitation de Rikness. Le paysage semble calme, presque indifférent, mais sous cette immobilité, l'équipe mène un combat perdu d'avance depuis des semaines. Cette saison était censée être le tournant, la preuve que le pari de Rick sur l'indépendance allait enfin payer. Au lieu de cela, elle s'était transformée en un effondrement au ralenti. Chaque jour semblait plus lourd que le précédent, chaque décision plus désespérée, chaque revers plus personnel. L'usine de lavage était tombée en panne 3 fois en l'espace de quelques semaines, interrompant la production et drainant l'argent qu'ils n'avaient pas. Les réparations s'accumulaient. Les factures restaient impayées plus longtemps que Rick n'était prêt à l'admettre, et les coûts du carburant dépassaient les prévisions déjà optimistes. Le sol lui-même semblait leur résister. La roche-mère offrait juste assez de couleur pour maintenir l'espoir, mais jamais assez pour justifier la punition physique nécessaire pour le poursuivre. Chaque once récupérée ressemblait à une dispute avec la terre, et c'est la terre qui gagnait. Pourtant rien ne les préparait à ce qui les attendait, sous 20 pieds de pergélisol gelé et de couches de débris miniers centenaires. Lorsque le godet de l'excavatrice a soudainement percé un vide, le son était faux. Le bois a craqué, la terre s'est effondrée. Le bruit a traversé la vallée comme un avertissement, puis s'est évanoui dans un silence artificiel. Tous les moteurs se sont arrêtés, toutes les voix se sont tues, tous les regards se sont tournés vers l'excavatrice tandis que la poussière se déposait dans l'air froid. Ce qui est remonté à la surface n'est pas de l'or mais des preuves troublantes et indéniables de quelque chose de délibérément enterré. Les vestiges d'un ancien camp minier ont émergé de l'obscurité, des bois écrasés, mélangés à des outils rouillés, des objets disposés non pas par accident, mais par intention. Il ne s'agissait pas d'un chantier oublié, mais de quelque chose de caché. Des poutres carbonisées suggéraient la présence d'un feu. Des bottes gisaient là où quelqu'un les avait enfilées pour la dernière fois. Des tasses en fer blanc étaient tordues et vides. Un harmonica figé sur place portait la suggestion silencieuse d'une musique interrompue. Il ne s'agissait pas de reliques abandonnées par hasard. C'étaient des traces de vies interrompues et peut-être effacées. Rick se tenait au bord de l'excavation, le visage dénudé, comprenant à cet instant que cette découverte ne lui permettrait pas de repartir sans avoir changé. L'équipe se rassemble lentement, attirée par l'instinct, plus que par les instructions. La laine embrouille l'air, mais personne ne parle. Les jeunes mineurs se déplacent mal à l'aise, pris entre la fascination et la peur. Les vétérans des hommes endurcis, par des décennies au Yukon, restent rigides et silencieux, leurs bras croisés et leurs mâchoires serrées, révélant quelque chose de plus profond que la curiosité, l'inquiétude, le respect, la prudence. Tous comprennent qu'ils ont franchi une frontière invisible. Il ne s'agit plus d'onces et de totaux, c'est l'histoire qui s'en mêle. Rick s'est penché et a soulevé une photographie usée des décombres. Ses mains tremblaient, malgré des années de travail qui auraient dû les stabiliser. L'image montrait un groupe de mineurs debout devant une boîte à vannes, les visages tirés, les yeux fatigués. Et dans le coin du cadre à peine visible, il y avait un nom gravé dans le bois. Un nom qui a atterri comme un coup de poing dans la poitrine. Un nom qui suivrait Rick dans des nuits sans sommeil et des moments de tranquillité en solitaire. La vérité sur Rikness a toujours été plus compliquée que ce que montrent les caméras. À l'écran, les téléspectateurs ont vu un patron minier déterminé, un homme qui est sorti de l'ombre d'une autre légende pour construire sa propre histoire. Hors caméra, il y avait un homme qui ployait lentement sous une pression qui ne le quittait jamais vraiment. Ses proches avaient remarqué les changements bien avant ce moment. La perte de poids qui ne pouvait être attribuée au seul travail acharné. Les nuits sans sommeil. Le sourire qui apparaissait à l'improviste mais qui ne vivait plus dans ses yeux.
Ce que le public n'a jamais vu, ce sont les crises de panique qui le laissaient seul dans sa cabane, luttant pour respirer. Ils n'ont jamais vu les flacons de médicaments cachés dans son camion, ni le désespoir tranquille des appels nocturnes aux avocats et aux géomètres. Ils n'ont pas entendu les conversations remplies de peur plutôt que de confiance. L'ascension de Rick du bras droit de Parker Schnabel à l'opérateur indépendant avait été célébrée comme un triomphe. Mais le triomphe a un prix, et Rick l'a payé quotidiennement. La pression financière à elle seule était écrasante. Les prêts d'équipement, les salaires, le carburant, les paiements de location, tout cela était équilibré par des marges si minces qu'elles semblaient imaginaires. Chaque gramme comptait. Chaque mauvaise coupe menaçait de s'effondrer. Rick savait avec une clarté douloureuse qu'une saison ratée pouvait tout effacer. Cette connaissance le suivait dans la nuit, dans les moments où l'épuisement ne parvenait pas à étouffer les calculs qui tournaient sans cesse dans sa tête. Mais l'argent n'est qu'une partie du poids qu'il porte. Il y a aussi sa santé, une bataille qu'il a choisi de mener en silence. Des tests des spécialistes des conversations qui l'ont forcé à se confronter à ses propres limites. La fatigue que tout le monde supposait provenir des longues heures de travail était quelque chose de bien plus sérieux. Pourtant, Rick a continué à avancer. Il a filmé une autre saison non seulement pour la série, mais aussi pour se prouver à lui-même qu'il n'était pas fini. Cette décision signifiait vivre avec la peur cachée, derrière la détermination, en sachant que son corps pourrait le trahir avant que sa volonté ne le fasse jamais. Puis il y a eu les fractures dans sa vie personnelle. Carla, qui s'était tenue à ses côtés dans les tempêtes littérales et émotionnelles, s'est lentement éloignée au fur et à mesure que la pression montait. Ce qui l'ancrait autrefois est devenu une autre perte. Ses amis de l'époque de la musique reconnaissent à peine l'homme qu'il est devenu. Le bassiste insouciant, animé par la passion et le rythme, s'est endurci pour devenir quelqu'un de prudent, de réservé et d'isolé. Le leadership s'est enroulé autour de Rick comme une armure lourde et inébranlable. Duncan Creek a toujours eu une réputation. Parmi les mineurs du Yukon, on en parlait avec précaution, un endroit connu pour briser les esprits aussi efficacement qu'il brisait l'équipement. La géologie était impitoyable, l'or imprévisible, et l'histoire remplie de récits d'hommes qui sont arrivés pleins d'espoir et sont repartis ruinés. Les gens du coin disaient que le ruisseau avait une façon de prendre plus qu'il ne donnait, maintenant debout au-dessus d'une vérité enfouie qui refusait de rester cachée. Rick Ness était confronté à quelque chose qu'aucun plan d'exploitation minière ne pouvait prévoir. Le sol sous ses pieds n'était plus seulement difficile, il était hanté par l'histoire, par des choix faits bien avant son arrivée, par des conséquences qui avaient attendu patiemment que quelqu'un d'autre les découvre. Et à ce moment-là, il est devenu clair que Duncan Creek ne mettait pas seulement à l'épreuve l'exploitation de Rick, mais aussi l'homme lui-même. Les anciens du bar de Dawson City secouaient de la tête lorsque l'on évoquait Duncan Creek, racontant des histoires d'équipements avalés par un sol instable et de partenariats dissous dans d'amères disputes pour savoir qui était à blâmer pour une autre saison ratée. Mais ce que Rick Ness et son équipe ne savaient pas lorsqu'ils ont obtenu leur bail, c'est que ce tronçon particulier du ruisseau avait une histoire bien plus sombre que de simples échecs miniers. Dans les documents du cadastre et les archives de vieux journaux que personne n'avait pris la peine de vérifier, il y avait des récits de disparitions de camps miniers abandonnés du jour au lendemain, de conflits qui s'étaient soldés par des violences étouffées et oubliées à mesure que la frontière avançait et que de nouvelles ruées attiraient l'attention ailleurs. Le système de tunnels effondrés qu'ils avaient découvert n'était pas simplement une vieille infrastructure minière. C'était la preuve d'une exploitation qui avait fonctionné au début des années 1900, lorsque le droit minier était ce que l'homme le plus fort disait être, et que les conflits sur les concessions se réglaient à coups de poing et pire encore. Les documents trouvés dans les débris racontaient l'histoire de mineurs qui avaient sauté des concessions qui étaient arrivés sur un lieu de travail qu'ils pensaient être le leur, mais qui avaient vu que d'autres extrayaient déjà de l'or dans des tunnels creusés en secret. Les confrontations qui avaient suivi avaient été brutales et définitives, et plutôt que de rapporter ce qui s'était passé aux autorités lointaines qui auraient pu poser des questions gênantes, les survivants avaient simplement enterré les preuves et étaient repartis. Ce qui a rendu cette découverte particulièrement dévastatrice pour Rick, c'est la réalisation que sa concession, le terrain dans lequel il avait tout investi,
L'exploitation qui représentait tout son avenir se trouvait directement sur le toit de cette tragédie oubliée. Les réglementations minières du Yukon sont complexes et impitoyables, et le fait de perturber un site historique même sans le savoir peut déclencher des enquêtes qui entraînent l'arrêt des activités pendant des mois, voire de façon permanente. Les implications juridiques suffisaient à elles seules à empêcher Rick de dormir, mais il y avait autre chose, quelque chose d'encore plus profond. Parmi les effets personnels retrouvés sur le site, il y avait un journal endommagé par l'eau et à peine lisible qui contenait des noms, et l'un d'entre eux était Ness. La possibilité que les propres ancêtres de Rick aient été impliqués dans ce qui s'était passé à Duncan Creek, il y a plus d'un siècle, a créé une crise d'identité qui allait au-delà des problèmes juridiques ou de la ruine financière. Les familles de mineurs dans le Nord ont une longue mémoire, et les réputations bonnes ou mauvaises peuvent se répercuter sur plusieurs générations. Si l'on apprenait que le nom de Ness était lié à ce sombre chapitre de l'histoire minière, le fait que Rick n'en savait rien n'aurait aucune importance. La tâche s'attacherait à lui, à son exploitation, à tout ce qu'il avait essayé de construire. Et dans le monde très fermé de l'exploitation minière du Yukon, où la confiance et la réputation sont des devises plus précieuses que l'or, ce genre de tâche pourrait mettre fin à sa carrière aussi efficacement que n'importe quelle faillite ou panne d'équipement. Les questions éthiques pesaient sur lui aussi lourdement que les préoccupations d'ordre pratique. Devait-il rapporter ce qu'ils avaient trouvé et faire face aux conséquences, ou devait-il tranquillement enterrer à nouveau les preuves et espérer qu'elles restent enterrées? Chaque instinct lui disait que cacher la vérité était une erreur, que les mineurs qui étaient morts ici méritaient mieux que d'être à nouveau oubliés. Mais chaque calcul de survie et d'autopréservation plaidait pour le silence pour protéger les emplois de son équipe et son propre avenir. Il pensa aux familles de ces mineurs morts depuis longtemps, des gens qui se demandaient peut-être encore ce qui était arrivé à leurs ancêtres qui s'étaient aventurés au nord pour chercher fortune et qui n'étaient jamais rentrés chez eux. C'était un choix qu'aucune quantité d'or ne pourrait rendre plus facile, et le poids de ce choix se lisait sur chaque ligne de son visage alors qu'il se tenait sur ce site d'excavation, sachant que ce qu'il déciderait dans les prochaines heures le définirait bien plus que n'importe quel total d'or de la saison. Fracture dans l'équipe. La découverte de Duncan Creek n'a pas seulement créé des problèmes pour Rick Ness. Elle a révélé des fractures dans son équipe qui se formaient sous la surface depuis des mois. Les équipes de mineurs sont comme des familles, liées par des épreuves partagées et des objectifs communs, mais aussi sujettes aux mêmes conflits et trahisons qui déchirent les familles. Et quand la pression monte, quand les enjeux deviennent plus importants et les ressources plus rares, ces fractures ont une façon d'éclater au grand jour. Ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi la découverte du site d'excavation a prouvé que même les équipes les plus fortes ont des points de rupture et que la loyauté est parfois la première victime lorsque les gens commencent à craindre pour leur propre avenir. La tension a commencé par des chuchotements autour de l'équipement. Les membres de l'équipe se regroupant en petits groupes, des conversations qui s'arrêtaient brusquement à l'approche de Rick. Certains mineurs avaient fait leurs propres recherches après avoir vu ce qui avait été découvert, retrouvant de vieux articles de journaux et des archives minières sur leur téléphone pendant les pauses. Plus ils en apprenaient sur l'histoire de Duncan Creek, plus ils se sentaient mal à l'aise à l'idée de continuer à travailler sur un sol qui pouvait être entaché de violence et de mort. La superstition est profondément ancrée dans la culture minière, et l'idée de déranger un site où des hommes étaient morts dans des circonstances suspectes était suffisante pour que même les mineurs les plus pragmatiques reconsidèrent leurs options en matière d'emploi. Mais ce n'était pas seulement la superstition qui était à l'origine de l'agitation. Plusieurs membres de l'équipage ont commencé à poser des questions difficiles sur ce que Rick savait et quand il le savait. Avait-il été au courant de l'histoire de la concession lorsqu'il avait loué le terrain? Avait-il délibérément caché des informations qui auraient pu les faire réfléchir à deux fois avant de signer? Les accusations n'ont pas été formulées directement au début, mais elles flottaient dans l'air comme de la fumée, empoisonnant des relations qui avaient mis des années à se construire. Rick s'est retrouvé à défendre des décisions qu'il n'avait jamais prises, à expliquer, des connaissances qu'il n'avait jamais possédées, à essayer de maintenir son autorité sur des hommes qui commençaient à se demander si leur patron ne les avait pas entraînés dans un engrenage dont ils ne pourraient pas sortir. La situation s'est aggravée lorsque l'un des opérateurs principaux, un homme qui était avec Rick depuis le début,
a annoncé qu'il démissionnait immédiatement. Son départ n'a pas été discret ou digne. Il a été public empreint de colère et rempli d'accusations selon lesquelles Rick avait mis l'ensemble de l'équipage en danger en continuant à avancer sur un terrain maudit. La confrontation a eu lieu devant les caméras qui avaient suivi l'opération de Rick tout au long de la saison, capturant chaque mot d'une dispute qui allait être diffusée devant des millions de téléspectateurs. Les derniers mots de l'opérateur, avant qu'il ne quitte le site, ont été plus profonds que toutes les critiques auxquelles Rick avait été confronté auparavant, suggérant que la pression et le secret avaient transformé Rick en quelqu'un que son équipe ne reconnaissait plus et en qui elle n'avait plus confiance. À la suite de ce départ, Rick a été forcé de faire face à une vérité inconfortable sur le leadership dans l'isolement. Il s'était tellement concentré sur le fonctionnement de l'opération, sur la protection de son équipage contre l'inquiétude et l'incertitude qu'il avait cessé de communiquer avec eux. La distance qu'il avait maintenue en tant que chef était devenue un mur qui empêchait le genre de conversation honnête qui aurait pu désamorcer les tensions avant qu'elles n'explosent. Et maintenant, debout devant les membres restants de l'équipage, sachant que les caméras enregistraient chacun de ses mots et que sa réponse serait scrutée par les fans et les critiques, Rick devait trouver un moyen de rétablir la confiance qui était peut-être déjà irréparable. La question n'était pas seulement de savoir s'il pouvait continuer à faire fonctionner son exploitation, mais s'il pouvait garder son équipe suffisamment longtemps pour que cela ait de l'importance. Le tournant s'est produit par un après-midi gris 3 semaines après la découverte initiale, lorsqu'une équipe d'archéologues et d'historiens miniers est arrivée à Duncan Creek pour évaluer le site. Rick avait pris la décision de rapporter ce qu'ils avaient trouvé, choisissant la transparence plutôt que l'autopréservation, dans un geste qui a surpris même ses critiques les plus dures. L'enquête qui a suivi a été minutieuse et sans complaisance, les experts documentant soigneusement chaque artefact, chaque élément structurel des tunnels effondrés, chaque élément de preuve susceptible de raconter l'histoire de ce qui s'était passé ici il y a plus d'un siècle. Et ce qu'ils ont trouvé a changé non seulement le récit de la revendication de Rick, mais aussi toute la compréhension de l'histoire minière dans cette région. La révélation est venue sous la forme d'un coffre-fort en métal récupéré dans la partie la plus profonde du système de tunnel. À l'intérieur protégé des dégâts des eaux et de la décomposition par son sceau hermétique, se trouvaient des documents qui racontaient une histoire bien différente de celle que les gens avaient supposée. Oui, il y avait eu des conflits sur ce site. Oui, des mineurs y étaient morts, dans des circonstances qui n'avaient jamais fait l'objet d'une enquête adéquate. Mais le nom de Ness, qui apparaît dans ce journal endommagé par l'eau, n'est pas associé aux agresseurs. Il est associé à un jeune mineur qui a tenté de mettre fin à la violence, qui a documenté les crimes dont il a été témoin, et qui est mort en essayant de faire passer le message aux autorités susceptibles de s'en préoccuper. Les entrées du journal, aujourd'hui soigneusement conservées et traduites par des historiens, dressent le portrait d'un homme qui tente de faire ce qui est juste à une époque et dans un lieu où le bien et le mal sont souvent décidés par celui qui a la main la plus forte. Pour Rick, cette découverte est à la fois une revanche et une malédiction. Elle lave son nom de famille et des pires implications, prouvant que son ancêtre s'est trouvé du bon côté d'une situation terrible. Mais cela signifie aussi que le fardeau de l'histoire pèse encore plus lourdement sur ses épaules. L'histoire que son ancêtre avait tenté de raconter, la justice qu'il avait recherchée pour les mineurs assassinés dont les noms avaient été oubliés, devenait maintenant la responsabilité de Rick. Il ne suffisait pas de reconnaître ce qui s'était passé et de passer à autre chose. Il y avait maintenant une obligation, une dette envers le passé, qui exigeait quelque chose de plus qu'une simple reconnaissance. Les archéologues parlaient déjà de faire du site une zone historique protégée, d'ériger des bornes et des monuments commémoratifs qui garantiraient que ces mineurs ne soient plus jamais oubliés. Et tout cela signifiait que l'exploitation minière de Rick, l'entreprise qu'il avait construite et l'avenir qu'il avait planifié étaient essentiellement terminés sur ce terrain. Les implications financières ont eu l'effet d'un coût physique. L'argent qu'il avait investi dans l'équipement, les loyers, les salaires de l'équipage, le carburant et les fournitures, tout cela n'était plus qu'un coût irrécupérable. Repartir sur de nouvelles bases nécessiterait un capital qu'il n'avait pas et des lignes de crédit déjà étirées jusqu'au point de rupture. La partie pratique de l'esprit de Rick a commencé à calculer des scénarios, à chercher des angles et des options, à essayer de trouver un moyen d'avancer qui ne se terminerait pas par une ruine complète.
Mais une autre partie de lui, celle qui avait fait de la musique avant l'exploitation minière, celle qui avait suivi Parker Schnabel dans le Yukon, parce qu'il croyait qu'il fallait bien faire les choses difficiles, comprenait que parfois le bon choix et le choix rentable ne sont pas la même chose. Le caractère se définit par le choix que l'on fait lorsque personne ne vous force la main. L'attention des médias qui a suivi la révélation a été intense et compliquée. Certains médias ont félicité Rick pour sa transparence et sa décision de signaler le site plutôt que de l'étouffer. D'autres ont demandé pourquoi il n'avait pas fait plus de recherches avant de louer le site, suggérant qu'une diligence raisonnable aurait permis d'éviter toute cette situation. Les fans de Gold Rush ont débattu sans fin en ligne, certains voyant Rick comme un héros prêt à sacrifier son entreprise pour des principes. En revanche, d'autres le considéraient comme naïf, voire imprudent pour s'être mis dans cette position dès le départ. Pendant tout ce temps, Rick gardait un silence prudent, évitant les interviews et les déclarations publiques, tout en réfléchissant à ce que tout cela signifiait pour son avenir. L'homme qui avait été si confiant devant les caméras semblait maintenant diminuer, comme si le poids de l'histoire et des attentes l'avait physiquement écrasé en quelque chose de plus petit et de plus incertain. Quelle est la suite pour Rick Ness? Les semaines qui ont suivi la révélation ont apporté des changements qui ont eu des répercussions sur tous les aspects de la vie et de la carrière de Rick Ness. La décision d'arrêter les activités à Duncan Creek a été prise conjointement avec le département du patrimoine du territoire du Yukon et le processus de fermeture du site, tout en préservant son importance historique, est devenu un travail à plein temps en soi. Rick s'est retrouvé à travailler aux côtés d'archéologues et d'historiens, aidant à documenter et à protéger le terrain, même sur lequel il avait espéré faire fortune. Il y avait une ironie amère à passer ses journées à sécuriser un site qu'il ne pouvait plus exploiter. Pourtant, il y avait aussi quelque chose d'étonnamment significatif, le sentiment qu'il achevait enfin le travail que son ancêtre avait commencé en donnant une voix aux mineurs qui avaient été réduits au silence par la violence et oubliés par le temps. Le bilan financier était sévère et inévitable. Sans exploitation minière active, Rick n'avait aucun revenu pour compenser les dettes massives qu'il avait accumulées au fil des saisons. Les prêts d'équipement arrivaient à échéance sans rien pour les payer. Les membres de l'équipage qui étaient restés avec lui pendant la fermeture avaient besoin d'un dernier chèque de paye qu'ils pouvaient à peine se permettre. L'infrastructure commerciale qu'il avait construite, les bureaux, les entrepôts, les contrats de maintenance, tout cela est devenu un poids mort, l'entraînant vers la faillite. Ses avocats lui ont conseillé d'envisager de se placer sous protection et d'utiliser le système juridique pour restructurer ses dettes et sauver ce qu'il pouvait. C'était un bon conseil d'un point de vue pratique, mais cela signifiait admettre la défaite d'une manière qui allait à l'encontre de tous ceux autour de quoi Rick avait construit son identité. Les mineurs n'abandonnent pas, ils ne baissent pas les bras, ils avancent dans les mauvaises conditions jusqu'à ce qu'ils touchent le sol. Sauf que parfois le terrain est mauvais jusqu'en bas, et passer par là signifie simplement s'enfoncer plus profondément dans un trou dont on ne peut pas sortir. Le coût personnel était encore plus difficile à mesurer que le coût financier. La relation avec Carla, déjà tendue par la distance, et la pression s'est finalement fracturée de manière irrémédiable. Elle avait essayé de la soutenir, de comprendre pourquoi Rick se sentait obligé d'aller jusqu'au bout, mais il n'y a qu'un nombre limité de sacrifices que l'on peut faire pour les principes de quelqu'un d'autre avant de devoir choisir sa propre survie. Le coup de téléphone où elle lui a dit qu'elle en avait fini, qu'elle avait besoin de passer à autre chose, a été bref et définitif. Pas de colère, pas de drame, juste la reconnaissance tranquille que certaines choses ne peuvent pas être réparées, peu importe à quel point vous voulez qu'elles le soient. Rick a appris la nouvelle seul dans sa cabane, et la seule preuve qu'il l'a reçue est la façon dont ses mains ont légèrement tremblé lorsqu'il a versé son café le lendemain matin. Mais au milieu des décombres de son exploitation minière et de sa vie personnelle, quelque chose d'inattendu a commencé à émerger. L'histoire de ce que Rick avait découvert et de la façon dont il avait choisi de le gérer a trouvé un écho auprès des gens d'une manière que les simples totaux d'or n'avaient jamais eue. Les messages affluent de la part d'amateurs de la ruée vers l'or, qui voient dans sa décision de fermer la mine une preuve de caractère et d'intégrité. Les historiens et les défenseurs du patrimoine louent sa coopération à l'enquête sur le site. Les médias qui avaient ignoré la ruée vers l'or en dehors de son public principal commencent à publier des articles sur l'histoire de Rick, sur l'intersection de l'exploitation minière moderne et de la préservation historique, et sur ce que signifie honorer le passé tout en construisant l'avenir.
La tension était à la fois écrasante et étrangement creuse. Les gens qui le félicitaient d'avoir tout perdu ne comprenaient pas vraiment que cette célébration ne permettait pas de payer les factures, de nourrir les équipes ou de restaurer ce qui avait été pris. Les producteurs de Gold Rush ont dû prendre leurs propres décisions quant à la manière de gérer la situation de Rick. L'émission a toujours porté sur le drame de l'exploitation minière, les luttes, les échecs, les triomphes contre toute attente. Mais ce qui s'est passé à Duncan Creek ne s'inscrivait pas parfaitement dans cette structure narrative. Il n'y avait pas d'histoire de retour, pas de découverte d'or de dernière minute qui a sauvé la situation. Il y avait juste un homme qui faisait des choix difficiles et qui vivait avec les conséquences. Et bien que cela ait fait une télévision captivante à sa manière, ce n'était pas le genre d'histoire qui s'intégrait facilement dans la formule de Gold Rush. Des discussions ont eu lieu derrière des portes closes sur l'avenir de Rick dans la série, si son voyage était arrivé à son terme et s'il y avait de l'intérêt à le suivre dans ce qui allait suivre. L'incertitude de sa carrière à la télévision ajoute une nouvelle couche de stress à une situation déjà impossible, un autre facteur indépendant de sa volonté qui déterminera s'il aura ou non un avenir dans l'exploitation minière. Et pourtant, au milieu de tout ce chaos et de cette perte, Rick commence à trouver quelque chose qu'il n'attendait pas, la clarté, l'identité qu'il s'est construite en tant que patron minier, en tant que personne capable de diriger des équipes, de trouver de l'or et de se montrer digne de se tenir aux côtés des vétérans de l'industrie. Cette identité lui a été enlevée par des circonstances qu'il n'a pas pu contrôler. Mais ce qui est resté quand tout cela a disparu, c'est quelque chose de plus fondamental, quelque chose qui a précédé sa carrière de mineur et qui survivra à tout ce qui viendra après. Il est toujours un musicien, toujours quelqu'un qui a compris comment créer de la beauté à partir de matériaux bruts. Il était encore capable de loyauté et de leadership, même si ses qualités n'avaient pas suffi à sauver son exploitation. Il était encore quelqu'un capable de faire un choix difficile et de choisir la bonne réponse, même si cela lui coûtait tout. Les conversations ont commencé tranquillement, presque timidement, sur ce qui se passera après Duncan Creek. Certains amis de l'industrie lui ont suggéré de trouver du travail en tant que consultant minier, mettant à profit ses années d'expérience pour conseiller d'autres exploitations. D'autres ont pensé qu'il pourrait se reconvertir à plein temps dans les médias, profitant de sa célébrité dans la ruée vers l'or, pour donner des conférences, voire pour créer sa propre émission sur l'histoire et le patrimoine minier. Son avocat a continué d'insister sur l'option de la faillite, arguant qu'il s'agissait de la seule voie financière réaliste pour aller de l'avant. Et pendant tout ce temps, Rick lui-même est resté silencieux, examinant les options et les possibilités sans s'engager dans une direction particulière. Il avait passé des années à aller de l'avant, à repousser les obstacles, à refuser de reconnaître la défaite. Maintenant, pour la première fois depuis longtemps, il était possible de faire une pause, de réfléchir, de considérer ce qu'il voulait vraiment, plutôt que ce qu'il pensait qu'il devrait vouloir. La communauté minière du Yukon a suivi l'évolution de la situation de Rick avec des sentiments mitigés. Certains le considèrent comme une mise en garde sur l'importance d'effectuer des recherches approfondies avant d'engager des ressources. D'autres respectent sa gestion d'une situation impossible, reconnaissant qu'il a fait le choix le plus difficile alors qu'une voie plus directe était disponible. Les mineurs chevronnés, ceux qui travaillaient sur des concessions aurifères avant que la ruée vers l'or ne rende l'industrie célèbre, ont compris quelque chose qui pourrait échapper aux étrangers, à savoir que l'exploitation minière a toujours été plus qu'une simple question d'or. Il s'agit de la relation entre l'ambition actuelle et l'héritage du passé. Il s'agit de ce que vous êtes prêt à sacrifier et de ce que vous refusez de compromettre. Il s'agit de savoir quand aller de l'avant et quand arrêter de creuser. Rick Ness a appris ses leçons de la manière la plus difficile qui soit. Et qu'il ait ou non extrait une autre once d'or, il a gagné un autre type de respect qui n'a rien à voir avec les audiences télévisées ou les totaux d'or saisonniers. À l'approche de l'hiver, alors que le Yukon se prépare au grand gel qui rend l'exploitation minière impossible jusqu'au dégel du printemps, Rick Ness se tient à nouveau au bord de sa concession à Duncan Creek. Le site est désormais marqué d'avis de préservation historique, protégé par la loi contre toute nouvelle perturbation. Les tunnels ont été documentés et scellés en toute sécurité. Les objets ont été catalogués et transférés dans des musées où ils seront conservés et étudiés. L'histoire que son ancêtre avait tenté de raconter est enfin entendue plus de 100 ans après qu'elle aurait dû l'être. Eric, debout dans la lumière déclinante d'un après-midi nordique, a compris que parfois pour tout changer, il faut d'abord tout perdre.
Parfois, l'or que l'on trouve n'est pas celui que l'on était venu chercher. Parfois, l'histoire que l'on finit par raconter n'est pas celle que l'on pensait écrire, mais elle est quand même la vôtre. Le voyage de Rickness est loin d'être terminé. La suite des événements pourrait redéfinir non seulement sa carrière, mais aussi l'avenir de la télévision sur la ruée vers l'or et les mines. Trouvera-t-il la rédemption? Ou Duncan Creek a-t-il écrit son dernier chapitre? Abonnez-vous maintenant et appuyez sur la cloche de notification pour ne pas manquer une seule mise à jour de ce drame en cours. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Pensez-vous que Rick a fait le bon choix? Discutons-en.